Donc bonjour tout le monde. Je remercie le laboratoire Mérinal de m'avoir invité et il m'a demandé de vous parler un petit peu du sommeil. Donc en 30 minutes. Donc c'est un grand enseignant qui reste mal expliqué, mal élucidé et non exploré, mais je vais essayer d'être très simple pour vous véhiculer quelques messages. D'abord, il faut avoir une définition. Donc il s'agit d'une suspension de la conscience. Et cette suspension de la conscience, elle est caractérisée par d'abord la réversibilité par rapport à la mort, par rapport au coma. Donc c'est un phénomène naturel qui est réversible. Elle est caractérisée par son caractéristique naturelle, donc ce n'est pas post-traumatique, ce n'est pas post-médicamenteuse, donc c'est quelque chose de naturel, de physiologique. Et puis, elle est caractérisée par sa réversibilité. Donc on dort la nuit, on se réveille la journée et vice-versa. Donc c'est trois caractéristiques du sommeil. Et puis c'est un phénomène actif, ce n'est pas un phénomène passif, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui pensent que durant le sommeil, on ne fait rien du tout, que le corps il n'est pas fonctionnel. Et ça, c'est une erreur. Pendant le sommeil, il y a une activité intense des organes. Le cerveau, le cœur, les reins, l'immunité, la croissance. Donc c'est un phénomène actif et non passif. Et puis, il est important quantitativement et qualitativement. Quantitativement, c'est-à-dire la durée du sommeil, et on va voir que la durée du sommeil, elle est très importante dans sa durée. Généralement, c'est 7h30 du sommeil. Et qualitativement, c'est-à-dire la qualité du sommeil. Il faut savoir qu'il y a le sommeil léger jusqu'à sommeil profond. Donc, on doit respecter la qualité et la quantité du sommeil. Alors, quelle est la place du sommeil dans la vie de l'être humain? Alors, il représente un tiers de notre vie. Donc, il a une place prépondérante. Il faut savoir, dans 75 ans de vie, il y a 25 ans de sommeil. Il y a 5 ans de rêve. Donc, c'est énorme. Et paradoxalement, c'est une période qui reste non comprise par le patient ou par le médecin et même par le citoyen. Donc c'est une place très très importante dans notre vie. Le sommeil, il varie selon l'âge. Donc vous savez que le nourrisson, il a son sommeil, l'enfant, il a son sommeil, l'adulte ainsi, le sujet âgé, la femme, elle a son sommeil. Donc il est variable selon l'âge, il est variable aussi selon les individus. Il y a les petits dormeurs, il y a les grands dormeurs, il y a les insomniaques, il y a les hypersomniaques. Donc c'est quelque chose de naturel qui est variable. Et puis, il faut savoir qu'il y a la durée minimale et moyenne chez un adulte, c'est 8 heures, 7h30 du sommeil, ça c'est la normale. Et il est très très important dans la vie. Je vous donne quelques exemples sur la durée du sommeil chez l'être humain. Alors vous voyez ici, bon, je ne peux pas montrer, mais à la naissance, le nourrisson, il a 16 heures de sommeil. C'est un mélange entre sommeil et sieste. Et avec le temps, il va essayer de régler son sommeil. Vous voyez, à l'âge de 6 ans, il a un sommeil naturel de 10h45. Et il va diminuer dans la durée du sommeil avec l'âge. 7 ans, c'est 10h30. 8 ans et 9 ans, à peu près 10 heures du sommeil. Et l'âge jusqu'à 12 ans, jusqu'à l'adolescence, où il va se mettre au niveau qu'un sujet adulte, 8 heures à 9 heures du sommeil. Et puis avec l'âge, le sujet âgé, il va perdre dans la qualité et la quantité du sommeil. Donc il aura un sommeil qui est mal réglé dans la quantité, il va faire moins de 7 heures du sommeil, et dans la qualité, il va faire moins de sommeil profond. Donc c'est pour cela qu'on dit le sommeil, il est variable d'un sujet à l'autre. Alors on parle de la typologie du sommeil. Vous savez que chacun de nous ici a son sommeil. Ce n'est pas quelque chose de stéréotypé, ce n'est pas un copier-coller. Chacun a son sommeil. Et on va parler de la typologie, le type de sommeil. Il y a les petits dormeurs, les gens qui dorment peu, c'est-à-dire qu'ils ont 5 heures du sommeil. Je vous donne un exemple. Napoléon, il faisait 5 heures du sommeil, c'est son sommeil normal. Son sommeil normal. Et il y a les grands dormeurs. Macron, je ne le sais pas. Alors, et les grands dormeurs, c'est-à-dire ceux qui font à peu près 9 heures, 10 heures du sommeil, Einstein, il faisait 9 heures du sommeil. Donc c'est une typologie. Il y a ceux du matin, il y a ceux qui aiment dormir le matin, ils font le petit matin jusqu'à 9 heures du sommeil. Il y a ceux du soir, il y a ceux qui veillent jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Et c'est leur sommeil, c'est leur sommeil. C'est-à-dire on ne peut pas leur dire vous avez un mauvais sommeil et l'autre un bon sommeil. Et quelle est l'astuce, quelle est l'équation? C'est que quand on se réveille le matin, on se sent en bonne santé. C'est ça l'équation. Si je me sens en bonne santé le matin, c'est que c'est mon sommeil. Je fais 5 heures, 6 heures ou 7 heures, je suis un petit dormeur, un grand dormeur. L'essentiel, je me réveille le matin en bonne santé, active, c'est mon sommeil. Donc c'est ça ma typologie. D'accord? Donc il ne faut pas comparer les uns aux autres. Chacun a son sommeil. Et puis, qu'est-ce qui peut gérer la qualité et la quantité du sommeil? C'est en fonction
des facteurs géographiques. Vous savez, en altitude, on dort bien par rapport aux gens qui dorment sur les côtes. Donc ça, c'est connu. L'âge, l'adolescent, le sujet jeune, il dort mieux qu'un sujet âgé et la femme, elle dort mieux que l'homme. Les activités diurnes, c'est-à-dire plus je travaille la journée, plus j'ai envie de dormir. Si je me fatigue la journée, je dors mieux la nuit. Si je fais rien de la journée, je dors mal la nuit. J'ai envie de dormir. Et puis les facteurs génétiques, il y a les petits dormeurs, les grands dormeurs, c'est des familles de dormeurs. Il y a des familles, c'est des petits dormeurs, il y a des familles, c'est de grands dormeurs. Alors vous savez que l'organisme fonctionne de façon cyclique. Durant la journée, on passe par 3 étapes. L'éveil, le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Alors, vous savez qu'il y a 2 types de sommeil. Juste pour vous expliquer, il y a le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil lent, qui est partagé en 3 stades, le N1, le N2 et le N3. C'est en fonction de la profondeur du sommeil. Le N1, c'est le sommeil superficiel. Le N2, il est intermédiaire. Et le N3, c'est le sommeil le plus profond. Et puis, on va passer par le sommeil rapide. Le sommeil rapide, c'est le sommeil paradoxal, ou le sommeil des rêves. Pourquoi on parle de lent et de rapide? Ça par rapport aux oscillations de l'EEG. Lent, c'est des ondes très lentes, et rapide, c'est des oscillations très rapides, où l'activité cérébrale, elle est intense. Et comment on peut faire la différence entre les 2 types de sommeil? Il faut un enregistrement, ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc on hospitalise les malades, on les met dans un labo du sommeil, on leur met des capteurs, et comme ça, on peut différencier les types de sommeil. Donc c'est une exploration spécifique. Voilà, donc vous voyez comment on peut faire. Donc à gauche, vous avez l'enregistrement. C'est des ondes qu'on peut capter avec des capteurs au niveau de la tête du patient. Et on met à gauche, à droite de l'œil, à gauche de l'œil, on met au niveau des mentonniers. Et on va enregistrer l'activité cérébrale nocturne de notre malade. Et en fonction de l'interprétation, c'est comme un ECG chez le cardiologue, on peut différencier quel stade du sommeil. Est-ce que c'est le N1 qui a ses caractéristiques? Est-ce que c'est le N2? Est-ce que c'est le N3? Est-ce que c'est le sommeil paradoxal? Et vers la fin, voilà, vous avez le sommeil lent qui est le N1, N2, N3 et le sommeil paradoxal. Alors, il faut savoir qu'on passe durant la nuit par 4 à 5 cycles du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle du sommeil? C'est un train du sommeil. Alors, quand on veut dormir, on va commencer par l'endormissement. C'est une période qui va être étalée sur 8 à 13 minutes. C'est l'accès à l'endormissement, c'est l'accès au sommeil. Donc, on est un petit peu réveillé. Et puis, on va passer vers le sommeil lent léger, c'est le N1. Et puis, vers le sommeil, le moyen, c'est le N2. Et puis, on va s'approfondir vers le sommeil N3, c'est le sommeil le plus profond. Et on termine notre cycle par un sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Et on va parler d'un cycle du sommeil. C'est un train du sommeil. Et à partir de ce sommeil paradoxal, soit on se réveille, soit on prend un deuxième train, un deuxième cycle. Et c'est comme ça qu'on parle de cycle du sommeil. Et sur ce schéma, ce qu'on appelle l'hypnogramme, c'est un dessin de l'enregistrement pendant la nuit. Vous voyez que le malade, il fait un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle, un quatrième cycle. Il peut faire 4, 5e et 6e cycle. Chaque patient, chaque individu, il a le nombre de cycles. Et si vous regardez bien, vous voyez en rouge en bas, c'est le sommeil le plus profond. Et en vert en haut, c'est le sommeil paradoxal. Donc vous remarquez qu'on fait pendant la nuit, avant minuit, on fait beaucoup de sommeil lent profond. Et après minuit, on fait beaucoup de sommeil paradoxal. Et ça a une signification. Parce que pendant le sommeil lent profond, on fait la récupération physique. Et pendant le sommeil paradoxal, on fait la récupération psychique. Donc si on dort avant minuit, on va se sentir mieux le matin. Si on dort après minuit, on va perdre de la récupération physique, on va se sentir fatigué le matin. C'est pour ça qu'on demande aux gens de dormir avant minuit. Quel est le rôle du sommeil? Donc le rôle, il n'est pas aussi facile de séparer le rôle du sommeil. Donc il a un rôle dans l'immunité, développement de l'immunité. Il a un rôle dans la sécrétion hormonale. Par exemple, le GH, l'hormone de croissance chez l'enfant, elle est sécrétée pendant la nuit. L'insuline, elle est sécrétée pendant la nuit. Il a un rôle dans la cicatrisation. Tout ce qui est bobo, tout ce qui est ouverture, ça cicatrise pendant la nuit. Et si on veut schématiser les 2 types de sommeil, on va dire que le sommeil lent profond, il a un rôle dans la récupération physique, donc tout ce qui est musculaire. Il a dans la synthèse protéique, j'ai dit la synthèse protéique. Et le sommeil paradoxal, il a un rôle dans la récupération psychique. Tout ce qu'on apprend la journée, on le mémorise la nuit pendant le sommeil paradoxal. D'accord? Donc la mémorisation, et c'est un sommeil des rêves.
Alors, quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil? Si on ne respecte pas la quantité et la qualité du sommeil, si on ne respecte pas l'emplacement du sommeil, parce qu'on dort la nuit, on ne dort pas la journée, c'est la nuit, plus la qualité, plus la quantité. Si on ne respecte pas tout ça, il y aura une fatigue, une somnolence dure, c'est-à-dire on a envie de dormir la journée, comme M. Mahali maintenant, et difficultés de concentration avec manque d'attention et perte d'efficacité, c'est-à-dire on devient moins efficace. On ne peut pas suivre les leçons, on ne peut pas suivre le travail, on ne peut pas conduire. La somnolence au volant, elle est classée parmi les causes des accidents de la circulation et elle est secondaire à un manque de sommeil, ce qu'on appelle la dette du sommeil. Et puis, troubles de l'humeur, irritabilité. Vous voyez ça pendant le mois de Ramadan. Tout le monde est irritable, tout le monde est nerveux, c'est à cause du manque du sommeil, ce n'est pas à cause de la cigarette ou manque de repas. D'accord? Et troubles de la mémoire. On ne se souvient pas des mots, de l'argent, on se souvient très bien de l'argent, mais les noms, les chiffres, les noms des personnes, on va oublier tout ça. C'est pour ça que les apnéiques, les gens qui ronflent le soir, ils font de l'apnée du sommeil, ils ont un problème du sommeil. Le lendemain, ils se réveillent très mal, fatigués, et ils oublient beaucoup de choses. Donc il y a un problème de mémoire. Alors, les autres conséquences, baisse de perception sensorielle et ralentissement de temps de réaction, c'est dans la circulation. Et il y aura un problème d'humidité, d'inflammation, de développement de l'hypertension artérielle, développement du diabète, un vieillissement précoce. Tout ça, c'est les conséquences d'un mauvais sommeil, dans la qualité, dans la quantité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut connaître ses besoins et son rythme du sommeil. J'ai dit que chacun a un rythme du sommeil particulier à lui. Donc, je connais mon rythme, je respecte mon rythme du sommeil. Moi, je dors à 9 h, je me réveille à 6 h du matin, c'est mon rythme, je ne peux pas l'imposer à mon collègue. Donc, c'est mon rythme, je connais mon rythme, je me prépare pour aller au sommeil. Chaque nuit, à 17 h, 17 h 30, je prépare pour aller au sommeil. C'est une culture qu'on néglige, nous, d'accord? Donc, je ne dors pas quand je termine mon travail. Quand il y a un moment pour dormir, il faut que je dorme parce que c'est une nécessité. Et je prépare la journée à partir de la nuit. Si je passe une nuit correcte, je passe une journée correcte. Créer un environnement calme et apaisant. La chambre, elle doit être agréable. Il n'y a pas de montre, il n'y a pas de téléviseur, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit. Un matelas confortable dans le calme. C'est ça qu'on demande aux... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir autour de bruit, on ne peut pas allumer la télévision, on ne peut pas mettre des montres à gauche et à droite parce que quand on voit l'heure, on est dérangé un petit peu. Donc, il faut se préparer pour aller à la chambre. Et la chambre n'est pas faite pour travailler ou pour manger, pour regarder la télévision. La télévision, c'est dans le salon. Donc ça, c'est une culture qu'on néglige, nous. D'accord? Éviter toute stimulation auditive, visuelle ou intellectuelle. Donc, soit on lit quelque chose d'apaisant, soit on entend de la musique, mais pas voir... Voilà, pas de tablette, surtout chez les adolescents, pas un film agressif, pas de problème de famille fin de journée. Donc, il faut qu'on se prépare à ça, d'accord? Et hygiène de vie, pas d'excitant, café, repas copieux, très copieux avec des sucreries, donc tout ça va provoquer une flatulence au niveau de l'estomac et au niveau du côlon, et ça va déranger un petit peu le sommeil. Être attentif aux signes du sommeil. Dès que j'ai envie de dormir, il faut se préparer, il faut aller dormir. Je suis devant la télévision, je suis en train de regarder un documentaire, j'ai envie de dormir, je commence à... Il faut aller dormir, il ne faut pas résister, ça ne sert à rien de résister. Et puis, aménager le réveil. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de réveil. Moi, je n'utilise pas de réveil chez moi parce que je sais chaque jour, à 6 h, je me réveille. Ça, c'est quelque chose de fixe parce que c'est un apprentissage, c'est un entraînement du corps humain. Donc, il ne faut pas changer des heures du sommeil chaque nuit. Aujourd'hui, je dors à 2 h du matin, le lendemain à 10 h, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose de calé. Il faut caler votre sommeil. Alors, on a parlé un petit peu du sommeil et sa physiologie. On va parler des rythmes biologiques. C'est très, très important. Les rythmes biologiques, donc, tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, sont soumis à un rythme particulier. On vit en rythme. Chacun, il a un rythme. Et vous savez comment on a détecté qu'il y a un rythme biologique? C'est ce monsieur, en 1729, il a remarqué qu'une fleur de mimosa, il a remarqué la journée, elle lève ses fleurs, et pendant la nuit, elle baisse ses fleurs. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et il a fait le même test, il a pris une fleur de mimosa, il a éteint la lumière, il a regardé, il voit que la mimosa, elle baisse ses fleurs. Et quand il allume la lumière, la mimosa, elle lève ses fleurs. Il a compris qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ce qu'on appelle l'horloge biologique, ce qu'on appelle un rythme biologique. Donc il a compris que cette fleur, elle a un rythme, elle est en train de suivre un rythme. Alors, tout ce qui vit alterne, donc il y a un cycle.
veille, sommeil, repas, repos, on travaille, on se repose. Ça, c'est un cycle de la vie, d'accord? Et puis, les rythmes biologiques sont classés en fonction de la durée. Je vous donne un exemple. Le rythme circadien, c'est quoi un rythme circadien? C'est à peu près 24 heures. Ce n'est pas exactement 24 heures, c'est aux alentours. Circa, c'est à peu près. Dien, c'est 24 heures. Donc, un rythme circadien, c'est un rythme qui avoisine les 24 heures. Un rythme infradien, c'est un rythme plus de 28 heures. Un rythme circanulaire, c'est une période de 12 mois. Un rythme ultradien, c'est une période de moins de 20 heures. Un rythme, pourquoi je vous dis ça? Parce que le corps humain, il a plusieurs rythmes. Chaque organe, il a un rythme. Le cerveau, son rythme. Le cœur, il a un rythme. La respiration a un rythme. Elle fait partie de ces rythmes. Je vous donne quelques exemples. Vous voyez ici, le circadien, c'est à peu près 24 heures. C'est le rythme du sommeil. C'est à peu près 24 heures. Les battements du cœur et la respiration, c'est moins de 20 heures. Donc, c'est ultradien. Le cycle menstruel, c'est un rythme infradien. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Rythme veille-sommeil. Le rythme veille-sommeil, donc, c'est un mécanisme qui est sous la dépendance d'un ensemble de facteurs. Premièrement, l'horloge circadienne endogène. Vous savez qu'on a une horloge à l'intérieur du cerveau. Elle est au niveau de l'hypothalamus. C'est celle qui règle les rythmes veille-sommeil. Le processus homéostatique, je vais vous expliquer c'est quoi. Et puis les facteurs environnementaux. Finalement, le rythme veille-sommeil, il est sous la dépendance de 3 horloges. Horloge interne, c'est l'horloge biologique. Horloge temporelle, c'est le jour et nuit, tout ce qui est environnemental. Et horloge sociale. Alors, l'horloge sociale, on est dépendant de, par exemple, l'heure du transport. On sait qu'à 8 heures du matin, j'ai le transport qui va m'accompagner au lieu de travail. Donc, je fixe le 8 heures du matin. Donc, une fois que je fixe le 8 heures du matin, c'est une heure que je dois respecter. L'horloge de lever et de coucher. Je me réveille à 6 heures du matin. Chaque jour, je vais me réveiller à 6 heures du matin. L'horloge du repas. On mange à midi, on mange à 8 heures du soir. Ça, c'est des horloges. Et puis, l'activité physique. Chaque jour, j'ai un sport de 30 minutes. Donc, ça, c'est tout ce qui est activité sociale. Mais tout ce qui est important, le plus important dans l'horloge, c'est la lumière. C'est la lumière qui donne le temps. On se réveille le matin parce qu'il y a la lumière. On se couche le soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, le facteur lumière, c'est le facteur le plus important dans ces facteurs environnementaux. Alors, ils ont fait un test. C'est un test qui a été fait en 1920. Donc, on a essayé d'éliminer tout ce qui est facteurs environnementaux, pas de lumière. Donc, c'est un monsieur qui était âgé de 23 ans. Il s'est logé dans une grotte pendant 1 mois. Donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de facteurs, il n'y a pas de montre, il n'y a rien du tout. Il mangeait avec les petits repas qu'il a pris avec lui. Alors, quand il est sorti après 1 mois, pour lui, il a passé 1 mois d'hibernation dans sa grotte. Finalement, il a passé 2 mois. Et quand on a regardé son calepin, on a constaté que chaque jour, il s'est décalé de 30 minutes, ce qu'on appelle libre cours. Donc, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de facteurs environnementaux, il n'y a rien qui va caler cette horloge. Donc, on va décaler chaque jour de 30 minutes. Finalement, vous voyez, le 0 en haut, et chaque jour, il décale de 30 minutes. Pour lui, il a passé 2 mois. Finalement, il a passé juste 1 mois. Deuxième facteur, c'est le facteur homéostatique. On a envie de manger parce qu'on a faim. Et plus on a faim, plus on a envie de manger. La même chose pour le sommeil-éveil. On veut dormir parce qu'on a envie de dormir. Donc, plus je travaille la journée, plus j'ai envie de dormir le soir. Ce qu'on appelle le facteur homéostatique. Donc, il faut travailler la journée pour avoir le sommeil le soir. Alors, le problème avec les sujets âgés qui sont en retraite, ils ne travaillent pas la journée. Ils sont chez eux, ils font des siestes, des petits somnolences. Quand on arrive la nuit, ils vont dire « bon, j'arrive pas à dormir, je suis insomniaque ». Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut qu'ils sortent la journée, il faut qu'ils touchent la lumière, il faut qu'ils voient la lumière. Il faut que les donneurs de temps soient ancrés dans sa tête. Il faut qu'il travaille un petit peu la journée. Comme ça, la nuit, il aura envie de dormir. Donc, le sujet âgé, les gens qui ont les parents à la maison, il faut qu'ils sortent la journée. Il faut qu'ils voient la lumière, pas dans une chambre fermée. Il voit la lumière, il prend le repas à midi comme tout le monde et essaye de lui garder le même rythme de vie que l'adulte. D'accord? C'est un facteur de réglage de l'horloge biologique. Et puis, le plus important, c'est cette horloge biologique. Vous savez qu'il y a une horloge biologique, elle est au niveau de l'hypothalamus. Et cette horloge biologique, elle règle tous les rythmes biologiques de l'être humain.
Donc cette horloge biologique, elle est considérée comme le chef d'orchestre. C'est elle qui donne le temps. Et elle va régler la température corporelle, elle peut régler les sécrétions hormonales, la pression artérielle, le sommeil, les prises alimentaires, la vigilance et tous les rythmes biologiques de l'être humain, ils sont soumis à une horloge biologique interne. Mais l'horloge biologique interne, elle n'est pas calée. Pour la caler, il faut la lumière, les facteurs environnementaux et les facteurs homéostatiques. Donc elle n'est jamais calée sur 24 heures, c'est à nous de la caler. Alors, cette horloge biologique, elle est endogène, elle est au niveau de l'hypothalamus. Donc, elle est déterminée génétiquement. Chaque personne a son horloge biologique. Donc, au niveau de et elle est régulée par ce qu'on appelle les synchroniseurs. Les synchroniseurs, j'ai dit, la lumière qui est le facteur le plus important et tout ce qui est facteur social. Sortir, rentrer, manger, faire du sport, ça, c'est des facteurs sociaux. Voilà la situation de l'horloge biologique au niveau de l'hypothalamus. Donc au niveau de derrière la tête, donc c'est elle qui est localisée juste en arrière derrière la tête. Voilà à gauche la localisation de cette horloge biologique, les deux points rouges. Et vous voyez qu'elle régule le sommeil, la vigilance, le repas, tous les facteurs biologiques de l'être humain, ils sont soumis à cette horloge biologique. 5 minutes. Alors cette horloge biologique, je vais aller directement vers le plus important et ce qui nous concerne. Alors, vous savez que la nuit et le jour, il faut les considérer comme deux équipes. L'équipe de la nuit et l'équipe de jour. Donc, il y a une dualité entre les deux équipes. La journée, c'est l'équipe de la journée qui va prendre le dessus et vice-versa la nuit. Alors, la lumière, c'est le facteur le plus important des synchroniseurs. Il y a une hormone qui est très importante, c'est la mélatonine. Cette mélatonine, c'est le donneur du sommeil. C'est l'hormone du sommeil. Cette mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale qui est située au niveau du cerveau sous la dépendance de cette horloge biologique. Donc, elle dépend de la lumière. Dès que la lumière, elle se lève, il n'y a pas de sécrétion de mélatonine. Dès que la lumière, elle baisse, il y a une sécrétion de mélatonine. Le maximum de mélatonine sécrétée, c'est au niveau de la nuit à 3 heures du matin. Donc, c'est une hormone naturelle sécrétée carrément au niveau du sang. Donc, c'est elle qui donne le temps. Donc, c'est elle qui donne le temps. Si elle est sécrétée, on a envie de dormir. Si elle n'est pas sécrétée, on n'a pas envie de dormir. Donc cette mélatonine, elle varie selon la typologie. Vous voyez ici que chacun sa mélatonine. Celui qui est sécrété à 2 heures du matin et celui qui est sécrété à 3 heures du matin, ça dépend de la typologie de l'être humain. Alors quel est l'effet de la lumière sur la mélatonine? Dès qu'il y a la lumière, on va reculer la sécrétion de la mélatonine. Vous voyez ici en haut? Et dès qu'il n'y a pas de lumière, on a envie de dormir. C'est pour ça que la lumière, la luminothérapie, c'est une thérapeutique. Je vous ai demandé de faire sortir les sujets âgés à l'extérieur chaque matin. C'est une lumière. Donc s'il y a de la lumière, il n'y a pas de mélatonine, donc le sujet âgé n'aura pas envie de dormir. Donc il va dormir la nuit correctement. Mais si on le garde dans l'obscurité, dans une chambre, il n'y aura pas de lumière, donc il aura envie de dormir parce qu'il y aura de sécrétion de mélatonine et on va parler de l'insomnie. Donc la mélatonine, elle est sous la dépendance de la lumière. Alors, quels sont les problèmes de mélatonine et de lumière? Alors, le jet lag, quand on voyage vers l'Est ou vers l'Ouest, vers les États-Unis ou vers l'Indonésie, il y a ce décalage de mélatonine. Le travail posté, les gens qui travaillent la nuit ne travaillent pas la journée, donc il y a une mauvaise sécrétion de la mélatonine. Le syndrome de retard de phase, il y a des gens qui dorment à 2 heures du matin, ils se réveillent à 10 heures du matin. Le syndrome d'avance de phase, les sujets âgés, ils dorment à 5 heures de l'après-midi, ils se réveillent à 2 heures du matin, ils vous disent « je suis insomniaque ». C'est ce qu'on appelle une avance de phase, d'accord? Et la dépression saisonnière, au Canada, aux États-Unis, dans les pays du Nord, chaque hiver et automne, ils font de la dépression parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors, la mélatonine, l'exploration du sommeil. Alors, comment on explore le sommeil? Donc, on a un labo du sommeil. Moi, j'ai mon labo du sommeil. Et on fait tout ça. Donc, on fait l'agenda du sommeil. C'est un schéma, le malade, il va exprimer son sommeil. Et on a ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire. C'est une petite machine enregistreur qu'on met sur le malade. Il va passer la nuit. Il va capter tout ce qui est sommeil, tout ce qui est narine, tout ce qui est respiration, tout ce qui est cœur. Et on a aussi la polysomnographie en vidéo, ce que je fais dans mon cabinet. Donc, c'est des gens qui passent la nuit chez nous avec des capteurs. Et on va enregistrer le sommeil, on va détecter les stades du sommeil, la qualité de sommeil, les insomnies, l'apnée du sommeil. Comme ça, on peut les traiter. Et je vous remercie.